My mind is going. I can feel it. I can feel it. My mind is going. There is no question about it. I can feel it. I can feel it. Horror has a face. T'as dit que je suis marrant. Ça veut dire quoi, marrant? Putain de merde à la con, bordel. Qu'est-ce que j'ai de tellement poilant? Dis-le-moi. Dis-moi ce qui est marrant. You cocksucker, you fucking miserable fucking cocksucker. Et toi, on peut pas avoir de conversation. Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans Contrebande, émission cinéphage toujours réservée aux grands curieux du 7e art. Mes amis, mercredi dernier, nous étions le 26 octobre 2020. Contrebande ouvrait avec grande fierté son ciné-club. On a projeté à cette occasion Ad Astra, l'Odyssée spatiale de James Gray. Je rappelle le pitch, dans un futur proche, Brad Pitt alias Roy McBride s'embarque dans un long périple de la Terre jusqu'à Mars, en passant par la Lune pour finir sa route aux extrémités de Neptune. Une poursuite vers l'infini donc qui, associée à une quête paternelle et intime comme les aime tant James Gray, révèle une certaine forme de déception face au vide de l'existence humaine. Bref, le film de James Gray semble s'inscrire dans cette mouvance actuelle de films de science-fiction suicidaire et déprimant. Cependant, il faut quand même avouer que le genre a toujours quelque peu broyé du noir. Donc mes amis auditeurs, auditrices, veuillez enfiler vos casques, préparez vos mouchoirs et attachez vos ceintures. Contrebande vous invite aujourd'hui à un voyage aux confins de la solitude, entre crainte et désir. Bienvenue dans cette spéciale science-fiction et dépression. La science-fiction est-elle toujours pessimiste? C'est la question qui va nous traverser aujourd'hui. Parce qu'il est vrai que nous, êtres humains, restons à jamais fascinés face au progrès technologique, mais pas que, et aussi inquiets quant à ces dérives technologiques, justement. Le futur et ses machines, le poids étouffant de l'industrialisation de masse, l'homme réduit à l'état d'écrou dans un système qui le dépasse. On pense bien sûr à 1984 de George Orwell, ou encore à Brasil de Terry Gilliam, etc., etc. En tout cas, il s'agit là d'une source inépuisable d'aventures spatiales en tout genre. L'avantage de la science-fiction, c'est son caractère hybride. La science-fiction côtoie autant l'action que le film noir, Blade Runner par exemple, l'horreur, Alien, et encore et surtout, en tout cas dans ce qui va nous intéresser aujourd'hui, le film d'auteur au délire métaphysique, La Perle 2001 signé Kubrick, d'ailleurs dont la lumière va résonner tout au long de cette émission. En tout cas, tout ça pour dire que la science-fiction est une toile, un décor sur lequel on plante nos angoisses les plus existentielles. Ainsi, chaque film nous apprend quelque chose de son époque. D'ailleurs, petit rappel historique pour bien débuter, on peut remonter jusqu'en 1927. Fritz Lang réalise un monument colossal du 7e art, Metropolis, inspiré par sa vision cauchemardesque de son voyage à New York. Le cinéaste allemand nous livre l'angoisse d'une société totalitaire, divisé entre une élite et un peuple souterrain, entre le cerveau et la main. Bref, Metropolis est une œuvre pivot dont l'esthétique se ressent encore aujourd'hui. Ensuite, dans les années 30, on a eu avec les fameux Monster Movies de Universal qui nous montraient des savants fous commettant des atrocités sous prétexte d'expérimentation médicale. Dans les années 50, en pleine guerre froide, Hollywood regorgeait alors de productions de science-fiction oppressantes où l'autre nous effraie et veut prendre notre place. Pensez bien sûr au Body Snatchers de Don Siegel. Évoquons aussi les 70s avec ses récits d'anticipation et d'apocalypse écologique comme Le Soleil Vert ou le Silent Running. Et puis la question qui va nous traverser aujourd'hui, c'est de quoi avons-nous peur actuellement? Bref, si on parle du futur, c'est pour mieux révéler notre présent, et ce n'est sûrement pas mon équipe qui va me contredire. Autour de la table, il y a bien sûr Camille. Bonjour Camille. Hey, salut. Comment vas-tu Camille? Eh ben ça va nickel. Il y a aussi mon fidèle Erwan. Salut Erwan. Salut Axel, salut à tous. Et puis on a une nouvelle venue autour de cette table, dénommée Mao. Bonjour à toi Mao, merci d'être là. Ça va, pas trop stressé Mao? Non, ça va en vrai. Eh bien écoutez, super, on va pouvoir démarrer cette émission avec un peu de chauvisme. On va plonger dans les années 60 et dans la nouvelle vague française. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Ce n'est que plus tard qu'ils se font reconnaître, à leur cicatrice. Notre unique sujet d'étude, c'est le temps.
Cet homme va accepter d'être le cobaye d'une expérience qui lui offre de revivre une minute de son passé. Il le fera pour cette femme, pour voir s'animer ce visage, se lever ce regard, pour lui dire encore une fois « Je t'aime, je t'aime ». Pourquoi les gens ont l'air tristes et sombres? Vous posez trop de questions, monsieur Dutt. Ce visage qui devait être la seule image du temps de paix à traverser le temps de guerre, il se demanda longtemps s'il l'avait vraiment vu, ou s'il avait créé ce moment de douceur pour étayer le moment de folie qui allait venir. Si tu souris, c'est pour mieux m'envahir. Les rayons de tes bras entr'ouvraient le brouillard. Dans l'ordre, on vient de s'entendre La Jetée de Chris Marker, sorti en 62. On a aussi eu le droit à des répliques de Anna Karina, hein, parce que j'ai l'impression qu'on cite tout le temps Anna Karina en ce moment. Issu d'Alphaville, une étrange aventure de Lémi Cochian, réalisée par Godard en 65. On peut aussi citer à cette même période Fahrenheit 451, adaptation du livre de Ray Bradbury par Truffaut, qui est sorti en 66. Et puis il y a eu bien sûr Je t'aime d'Alain Resnais en 68, mais on va d'abord se concentrer sur La Jetée avec toi, Erwan, parce que c'est l'un de tes films de chevet. Yes, bien sûr. Donc La Jetée, pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est clairement un des courts-métrages les plus importants de l'histoire du cinéma. Enfin, j'ai tendance à croire même le plus important, et dans sa forme et dans son propos. Et c'est aussi, pour remettre dans le contexte, le premier court-métrage de Chris Marker, enfin court-métrage de fiction, pardon, de Chris Marker. Donc, alors qu'il avait commencé une vingtaine d'années enfin, en tout cas une vingtaine de films de fait. Et c'est aussi un des premiers films post-apo du cinéma français, donc ce qui est... C'est quand même important de le préciser. Ouais, très important. Surtout que ça arrive dans une époque particulière. Bien sûr, lendemain de la Seconde Guerre mondiale, exactement, et justement ça va faire raccord avec le début du film, puisque le film s'ouvre sur cet écriteau qui dit que ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance, la scène qui le troubla par sa violence et dont il ne devait comprendre que plus tard la signification eut lieu sur la Grande Jetée d'Orly, quelques années avant le début de la Troisième Guerre mondiale. Ouais. Donc on rentre déjà dans le tas, et ensuite dans le film, voilà, donc l'homme qui est incarné par Davos Sadnik est marqué par une image d'enfance d'une femme et de la chute d'un homme depuis la jetée d'Orly, pardon. Et donc peu de temps après, la Troisième Guerre mondiale éclate, et à ce moment-là, Paris est détruit et les habitants restants vivent dans les sous-sols. Et comme des rats, en fait, finalement, c'est ni plus ni moins que ça. Et à cause de ce souvenir précis donc, qu'il a, il est choisi pour effectuer un voyage dans le passé qui le mènera, en fait, pour en tout cas aider le présent à trouver des vivres, des médicaments ou autres par les gens du passé. Et il retrouvera donc dans ses souvenirs cette jeune femme avec qui il aura une liaison. Et revenu donc du passé, les scientifiques cherchent maintenant à aller dans le futur. Et donc là, c'est un peu plus compliqué pour lui. Et il lui confie un générateur, les hommes du futur en tout cas lui confient un générateur qui pourrait sauver le présent. Et en revenant à son époque, l'homme en fait comprend que finalement il n'est que la machine des scientifiques du présent qui du coup décideront de le liquider. Donc les hommes de l'avenir viennent et essayent de l'aider. Sauf que, de lui proposer de l'aide en tout cas pour le projeter dans une autre époque, et lui demande alors à tout prix à revenir à l'endroit de son souvenir, donc avec la jeune femme sur la jetée d'Orly. Et quand il court vers la femme, quand il arrive à la jetée et qu'il court vers la femme, il reconnaît un homme qui l'avait suivi depuis le début, qui était un des scientifiques, et qui du coup, le film se termine sur cette citation qui est « Et lorsqu'il reconnut l'homme qui l'avait suivi depuis le camp souterrain, il comprit qu'on ne s'évadait pas du temps, et que cet instant qui lui avait été donné de voir enfant et qui n'avait cessé de l'obséder était celui de sa propre mort. » Ouais. Voilà, donc c'est déjà donc niveau voix off, on est dans quelque chose qui est très très fort. Ah bah ça c'est sûr, hein. En plus pour une première, même unique incursion dans la fiction de Chris Marker. C'est hyper fort, et puis bon la voix qui récite ce texte est magnifique, et c'est une écriture remarquable. Mais surtout pourquoi La Jetée, en fait, c'est un des films les plus importants de l'histoire de la SF. Déjà c'est par sa forme, parce que c'est hyper original au sens où ce n'est qu'un roman photo. Donc un enchaînement de photogrammes en noir et blanc. On le rappelle, les photogrammes, ce sont juste c'est pas des photos, ce sont des images tirées d'une bande enregistrée. Voilà, c'est ça exactement. Donc tout est en noir et blanc, et
Et en fait, l'image colle totalement avec les questions du temps. Enfin, l'idée en tout cas colle totalement avec Le propos. le propos, voilà, puisqu'il est question donc du temps et de la mort que suppose voilà, tout ça. Et ça colle avec les théories de la photographie que faisait Barthes dans La Chambre claire ou Gilles Deleuze dans L'image cristal. Ah, il nous sort des grands noms aujourd'hui, Erwan. On a le droit du Deleuze, c'est sympa. C'est parti, là tu sens l'émission qui est bien fun. Et donc ouais, il y a qu'un seul instant par contre qui n'est pas figé dans ce film en fait, c'est l'instant où la jeune femme se réveille et bat des paupières, c'est le seul instant qui bouge de tout le film. Et c'est d'ailleurs, enfin, dans la manière dont c'est amené, c'est très très beau, quoi, c'est très contemplatif. Et donc voilà, il n'y a aucun dialogue, il n'y a que de la voix off, que de la musique, que du son. Et donc surtout aussi ce qui est important par rapport à la SF et donc à notre thème d'aujourd'hui, La dépression. la dépression, voilà, c'est aussi cette idée de voyager à travers le cinéma en fait, au-delà de voyager dans le temps pour sauver l'humanité, c'est voyager à travers l'histoire du cinéma et à travers le film Matrice de Chris Marker qui est Vertigo d'Alfred Hitchcock, qui est sorti 4 ans avant La Jetée. Et donc voilà, donc pour rappel, que raconte Vertigo ? Vertigo, en gros, c'est un homme qui tombe amoureux de l'image d'une femme, Madeleine, et donc cette femme va mourir et il va recréer son image à partir d'une autre qui va aussi mourir à la fin et qui finalement en fait ça va créer une boucle temporelle dans laquelle le schéma s'est toujours répété. Donc le parallèle avec La Jetée devient pour là évident et là justement j'avais entendu cette théorie qui était sur la chaîne Blow Up d'Arte et justement qui est pour moi la plus importante de toute l'analyse qu'on peut faire de La Jetée, qui est qu'en gros voilà le film en fait quand il raconte tout le voyage de Chris Marker dans le cinéma pour retrouver cette image de Madeleine, c'est-à-dire qu'en gros le film se découpe en 3 temps, la recherche de l'image, il retrouve l'image de la femme et à la fin tout se termine en gros. Et là c'est la même chose finalement, en gros c'est dans l'idée que Chris Marker va remonter dans l'histoire du cinéma pour retrouver l'image de Madeleine qui le hante, il va la retrouver. Une fois qu'il la retrouve, il la magnifie, etc. Il la sublime, exactement, il la sublime. Et sauf qu'à la fin, en fait, finalement, il va lui redonner vie. Et c'est ce qui est visible donc à l'écran par cette image qui est mouvante et qui finalement, en fait, va finir par mourir. En fait, l'image va finir par mourir quand l'homme meurt finalement. Donc Chris Marker, en fait, raconte dans ce film toute sa rencontre avec le personnage de Madeleine dans Vertigo. Et son envie de rencontrer ce personnage, et ça le hantera jusqu'à plusieurs films après, parce que par exemple il y a le film dans Sans Soleil où il revient justement sur les lieux de tournage de Vertigo. Et aussi anecdote qui est très intéressante par rapport à l'histoire du cinéma, c'est que les souterrains de La Jetée deviendront l'année suivante les sous-sols de la Cinémathèque française, que la Cinémathèque française, belle anecdote, ouais, et que la Cinémathèque française a récupéré les objets du film parce qu'ils ont été légués par la fille de l'acteur, et aussi que La Jetée s'inspirera l'Armée des 12 singes de Terry Gilliam. Oui, bien sûr. Voilà, donc c'est vraiment donc voilà, La Jetée c'est un film cinéphile qui raconte en fait l'an zéro du cinéma, et pour moi c'est vraiment ça, l'an zéro du cinéma, c'est Vertigo. Ok, voilà. Écoute, merci beaucoup mon cher Erwan. En plus c'est vrai que là on a bien raison de démarrer avec La Jetée de Chris Marker qui colle parfaitement à notre thématique, dans le sens où déjà on a cette idée de voyage, de quête un peu impossible, avec cette idée de deuil et d'image dont on ne peut pas se défaire, ce qui colle parfaitement à notre propos, dans le sens où aussi l'élément science-fiction, le voyage temporel va être quelque peu superficiel pour passer finalement sur quelque chose de très intime qui traverse les cinéastes de la nouvelle vague, quoi. Et ce qui est aussi ultra intéressant, c'est le format, le fait qu'il utilise des photogrammes pour parler de l'espace et du temps. Justement, ça prend le contre-pied, et c'est bien des arrêts sur image, des pauses sur chaque histoire, et on prend le temps de regarder ces images. Je l'ai pas vu en entier, j'ai vu que des extraits, mais rien que ces extraits, il y a que Chris Marker qui l'a fait, et ça n'a jamais été refait aussi bien derrière, à part dans des clips ou des trucs comme ça, mais ça n'a jamais été aussi bien par la suite. En plus, on peut dire quand même, son film communique beaucoup avec Je t'aime d'Alain Resnais, sorti en 68, où on parle d'un homme qui, après s'être suicidé, un suicide raté, va être le cobaye d'une expérience de voyage temporel, justement, où il devra essayer où il a l'occasion de revivre un moment, et finalement ça va partir en fouillis dans sa mémoire, où il va voyager un peu de manière aléatoire dans tous ses souvenirs. On a de ça, et je ne sais pas si ça vous dit, on peut faire un petit rapprochement avec le film de Michel Gondry, Eternal Sunshine of Spotless Mind, qui pour moi un peu je dirais pas non plus un hommage à la SF de la nouvelle vague, mais il y a clairement une filiation, je pense, évidente. Non, mais il y a eu, je pense, un avant et un après La Jetée aussi. Voilà, c'est clairement ça. Pour moi, c'est vraiment des plus importants, quoi.
quitte notre chère France et la nouvelle vague pour passer en Russie avec une autre œuvre fondateur de la science-fiction, Solaris, par le génie Tarkovsky, qui est l'un des films préférés de Mao, et tu vas d'ailleurs nous en parler tout de suite. Alors juste le réel, hein. Ah oui. C'est pas... Non. Déjà, je voulais juste poser une question. Qui a vu Solaris ici ? Ok, on est une, et c'est bien ce qui me semblait, c'est que c'est un peu le film un peu connu, mais pas trop, de Tarkovsky. Genre on a cette espèce de magnitude de 2001, l'Odyssée de l'espace au-dessus, parce que 2001 était fait en 68 et Solaris en 72, mais c'était voulu par l'État soviétique qui voulait donner une réponse à Kubrick en fait. Et du coup, évidemment, et du coup Tarkovsky, il avait pas trop de travail et c'était un peu le bordel dans sa vie, il a fait bah ok. Et du coup, vu que l'espace était à la mode, bah c'est parti, il a fait Solaris. En plus, ça s'inscrit pleinement dans cette espèce de conquête. On pense à Spoutnik, enfin, cette course de l'espace, quoi. Ouais, et puis Russie vs États-Unis, ce genre de bail, quoi. Donc on peut rappeler Solaris sorti en 72, 2001, lui sorti en 68, exactement. Et 69, premier pas de l'homme sur la Lune. Voilà. C'était à la mode. Plus réalisé par Kubrick, vous savez. Ah oui, évidemment, c'est vrai. On avait oublié ça. Pour ce qui est de l'histoire, vite fait, bon, c'est quand même un film qui dure 3 heures, donc résumer 3 heures, c'est un peu... Oui, voilà. ouais, c'est sûr. Mais c'est l'histoire d'une découverte de planète qui s'appelle Solaris, comme on peut s'en douter, qui est le plus grand mystère du monde. Et sur cette planète, il y a un océan, et cet océan, en fait, il est doté d'une conscience de vie et d'une intelligence. Et les terriens, ils ont voulu étudier cette conscience de vie, ils ont envoyé des scientifiques sur un vaisseau, et cette science s'appelle la solaristique. Et en fait, à l'époque, ils étaient plus de 80, mais après, il en reste que 3 sur ce vaisseau laboratoire aujourd'hui. Donc, les autorités envisagent de le fermer. Ils savent pas trop. S'ensuit un message étrange qui est envoyé. Puis, sur la station Solaris, qui s'appelle exactement pareil que la planète parce qu'on n'a pas d'imagination. Bon, Et du coup, le gouvernement décide d'envoyer un psychologue très reconnu, qui est aussi un élève d'un mec qui est déjà sur la station. Et c'est lui qui va décider si la station, elle ferme ou pas. Et en fait, il se rend compte quand il arrive que son maître s'est suicidé et que les deux autres gars qui sont sur la station, en fait, ils sont complètement perchés, ils sont complètement fous. Et il se rend compte qu'il y a d'autres personnes à bord. Et en fait, la première nuit qu'il passe sur cette station, il revoit sa femme qui est morte, qui s'est suicidée quelques années avant. Oh mon Dieu, mais il y a une thématique qui revient souvent, hein, le deuil et le suicide. Ça, c'est une catastrophe. Et du coup, il revoit sa femme morte et il fait qu'est-ce qu'elle fout là ? Et il est là, genre... Ah c'est cool mais pas cool, et du coup il culpabilise énormément et il va jusqu'à essayer de la faire décoller dans une fusée, mais elle revient à chaque fois. Et en fait on se rend compte que ces êtres en fait ce sont des êtres issus de la mémoire de chacun, qui sont créés par cet océan conscient qui représente les souvenirs. En gros c'est Solaris, avec une fin ouverte, parce qu'on aimait bien les fins ouvertes à l'époque. Bien sûr. Même encore aujourd'hui. Mais en même temps, ça c'est le propre de la SF, de nous laisser dans des interprétations. C'est un peu chiant quand même, non ? Disons que, on va voir ça dans la deuxième partie d'émission. Aujourd'hui, c'est un peu chiant. Oui, parce qu'aujourd'hui, ça tourne un peu à vide. Mais pardon, c'est une petite aparté. Ok. Et en fait, Solaris, contrairement à 2001, je vais beaucoup faire le parallèle avec les deux. Parce que... De toute façon, je l'ai dit, l'ombre de 2001 va planer pendant 1 heure. Enfin, on est obligé, c'est une référence, ce film. Et du coup, par rapport à 2001, dans Solaris, on va découvrir un lieu pour l'habiter. C'est juste de la curiosité malsaine, c'est étudier un phénomène et non pas pour la conquérir et trouver une habitation viable qu'on peut voir dans Interstellar ou ce genre de bail qu'on verra après, par la suite. Et en fait, ça implique que c'est pas une découverte des autres, mais une découverte de soi et de ses souvenirs et de son deuil et de ses angoisses. Et c'est un mélange entre passé et présent. Il y a une énorme temporalité qui est un peu labyrinthique. Et du coup, le conflit extérieur ne vient pas d'une source extérieure, comme dans 2001 où il y a Hal, l'ordinateur, qui a une conscience, mais il vient des hommes eux-mêmes, parce que c'est de leur solitude, de leur dépression, et on est pile poil dans le cercle vicieux du mal-être, avec souvent ces espèces de spirales qui revient souvent dans le film. Et chose importante à souligner, Solaris, c'est un des rares films de l'espace où il y a des plans de terre.
C'est vrai. Genre, il y a des plans d'eau. On commence sur un plan de circulation de Tokyo, donc sur une route avec des lumières qui sont très en spirale et tout. Et en fait, on se rend compte que ce qui importe à Tarkovsky, ce sont les racines humaines et non pas le fait que ça soit dans l'espace. On a beau fuir les problèmes, il y a toujours la fatalité et on reste dans cette fatalité de l'humain. Et en fait, la station, c'est un prétexte. Ça pourrait se passer dans le fin fond de la forêt, ça serait exactement la même chose. C'est un microcosme pour parler de l'humain et de sa solitude. Mais on s'en fout un peu de cet univers de fiction. C'était juste un peu plus pratique parce qu'on lui offrait le scénario. Et il a eu le scénario, il a décidé de le faire, mais de parler quand même de ces valeurs qui sont présentes dans son cinéma toujours. Et du coup, voilà. Et c'est bizarre parce que justement, on aurait pu avoir toutes des folies, des extravagances de la science-fiction que la science-fiction pourrait proposer à faire un côté spectaculaire. Exactement, mais il allait totalement à l'inverse. Alors, il y a des décors en carton, hein, évidemment. Et encore, franchement, pour l'avoir vu, moi je trouve que le film vit plutôt bien. C'est un très très beau film en effet, c'est sûr. Ouais. Et le vaisseau est en spirale dans les clichés des vaisseaux en spirale et tout, mais en vrai ça passe. et en vrai, en fait, c'est un pur film de Tarkovsky. Il y a beaucoup de gens qui disent, vu que c'était un peu une commande, non, c'est un pur film où il y a des jolies compositions d'images. Il y a même un noir et blanc bleuté, ce qui est très très beau et très très rare. Et point spécial pour la musique faite par Artemiev, qui est très industriel, dans le métallique, ce genre de truc. Et c'est très très chouette, ça nous rentre. En fait, comme disait Erwan, on est aussi dans le voyage, totalement, mais c'est le voyage de nous et de notre conscience et de nous-mêmes, en fait. C'est pas le voyage des autres, c'est notre voyage dans notre propre vie. Et en fait, là où il est le plus intéressant par rapport à 2001, c'est dans sa conclusion. Parce que là où Kubrick nous amène vers une renaissance, qu'on verra peut-être plus tard avec le bébé et tout ça, machin. Ouais, bien sûr, ce fameux fœtus flottant. Exactement. Tarkovsky, lui, il préfère l'incompréhension et la mysticité. On est sur une fin ouverte où l'homme a le choix entre rester dans son souvenir ou partir, retourner sur Terre, et on ne sait pas trop quel choix il a fait. Mais du coup, voilà pourquoi faut pas prendre Solaris pour le 2001 du Russe et qu'il est autre chose et qu'il parle d'autre chose, s'il vous plaît. Et que c'est pas forcément le premier Tarkovsky qu'il faut voir parce qu'il n'est pas, c'est pas il n'est pas merveilleux, mais il est très bien et il combine bien la SF à ses propres valeurs. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour cette magnifique chronique sur Solaris. D'ailleurs, je vais en profiter pour citer Claire Denis dans un entretien accordé au Cahier du cinéma lors de la sortie de High Life. D'ailleurs, on y reviendra en fin d'émission. Elle disait que Solaris de Tarkovsky, c'est ce qui lui plaît, c'est que l'espace reste quand même notre monde. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, c'est de la science-fiction au final avec des plans de terre. C'est humain, relié à l'amour d'une femme perdue. Donc, on rejoint toujours cette thématique très intime, de la douleur, de la perte qu'on a du mal à surmonter, mais j'aime beaucoup cette idée du fait qu'on part loin, mais au final, là où on va, ça ne fait que nous rappeler le chez nous, quoi. Oui, exactement. Sans transition, maintenant, on va passer à la chronique de Camille, qui va nous parler de Event Horizon, donc on passe des années 70 aux années 90. Ouais. Years in deep space. 18 people on board this ship when it disappeared. I want them all accounted for. Opening outer door. It came back, abandoned. Any crew? Negative. This place is a tomb. But it didn't come back alone. Captain Miller! I've got some problems here! I have such wonderful things to show you. Oh my God! She won't let you. God help us. Event Horizon, le vaisseau de l'au-delà, réalisé par Paul W.S. Anderson, est sorti en 97. Ouais, merci pour ce micro-disclaimer vis-à-vis de justement des réalisateurs. Voilà, on a parlé de Marker, de Tarkovsky. Et maintenant, on passe à un autre talent, sûrement incompris, j'en sais rien. Mais c'est vrai que Paul W.S. Anderson, faut dire que c'est pas le plus apprécié des réalisateurs. Non. Bon, je suis pas là pour le défendre, je suis là pour parler de son film.
Alors, juste petit historique, quand Axel m'a proposé de faire une chronique en rapport avec le sujet d'aujourd'hui, j'ai d'abord pensé à parler d'Alien. Et apparemment, un projet d'émission sera en préparation sur le dit film. Le mec balance nos doses. Du coup, j'ai dû renoncer à l'occasion de parler une millième fois de Alien. Et comme Axel veut toujours de la bonne humeur dans ses émissions, il m'a dit « Mais insiste plus sur le côté dépression. Ouais. Moi, dans un bon mood, je me dis « Super, ça va pas changer de mon quotidien. » Alors, je me suis mis à rechercher pendant au moins 30 secondes, puis voilà, j'ai trouvé Event Horizon et je trouvais que ça collait bien au sujet. Pourquoi est-ce que ça colle bien au sujet ? Alors, du coup, vis-à-vis de ça, petit résumé, c'est super chelou. D'accord, merci. Bon, voilà, je vous avais dit qu'il était petit. Non, on retrouve toute la chair d'un monde thriller psychologique spatial dans ce film avec une bonne composante d'horreur. Dans ce film, un équipage est lancé dans une mission d'exploration pour retrouver un vaisseau disparu, justement, l'Event Horizon. Évidemment, il le retrouve et c'est là que ça devient drôle. Enfin, ça devient super chelou et glauque, mais en même temps, j'ai un problème. En gros, le crew va découvrir ce qui est devenu le dernier ce qui est devenu le dernier équipage et ce que renferme le vaisseau. Et croyez-moi, c'est pas joli. Sous prétexte de servir de moyen de transport hyper rapide entre deux points de l'espace, le vaisseau s'est perdu. Il s'est perdu au-delà de l'espace. Et lorsqu'il est revenu, le vaisseau est apparemment devenu vivant. Ouh. Ouais. Alors, le rapport avec SF et dépression, alors je ferai pas le côté SF parce que bon, on n'a pas le temps et puis franchement, si vous le voyez pas, c'est votre problème. Ça paraît évident, ouais, voilà. Mais pour le côté dépression, là on s'amuse un peu plus parce que la dépression est d'un côté littéral. Il va y avoir une brèche dans la coque de leur vaisseau, ce qui va rythmer un peu la tension pendant une partie de ce film. Quoi ? On dit dépressurisation ? Bannique, ça compte quand même. La seconde est plus est un peu plus subtile parce que la dépression va venir des personnages, mais par l'intermédiaire de l'Event Horizon. Ce dernier pouvant apparemment entrer dans la tête des gens, évidemment pas littéralement, tu t'en doutes bien, sinon ça n'aurait aucun sens, mais il leur fait apparaître des visions et c'est là qu'on découvre un peu tous les vices cachés des membres de l'équipage. Et clairement, quand on les voit, on se demande comment on a pu regrouper de tels névrosés dans une même expédition. Entre le capitaine qui a un mort sur la conscience, la psychiatre qui pourchasse son fils mort dans les conduits du vaisseau. Classique. Oui, le cadet de l'équipe qui n'a pas une seule notion de sécurité. Et puis évidemment, le scientifique consultant qui va virer psycho et qui revoit sa femme suicidée. Voilà. Et oui, beaucoup voilà, de thématiques qui reviennent. Ouais, genre on adore le suicide. Le décor est planté. Alors clairement, la dépression vient directement des personnages et le film détourne ces sujets de psychose pour les faire vivre et ainsi exploiter le potentiel psychologique de chaque personne. Alors clairement, on est peut-être loin du cas pathologique qui est une dépression, mais pour le choc que m'a fait ressentir le film la première fois que je l'ai vu, je comprends mieux pourquoi je le suis moi, dépressif. Ah ouais. Voilà. Mais tout ça pour dire que ça aborde beaucoup aussi de thématiques, plus dans le cadre de l'horreur premier degré, mais il y a toujours ce côté du deuil ou de ce que des personnages vont ressentir. C'est juste que là il y a une donnée un peu plus métaphysique qui force les personnages à voir des choses qu'ils ont dans leur psyché en fait et qu'ils refoulent. Et c'est un très très bon film d'horreur à voir comme ça. Franchement, si vous n'êtes pas préparé, ça peut être choquant parfois. Mais ça mérite quand même de passer dans ce sujet, justement, SF et dépression, parce que chaque personnage, en fait, est affecté de base. Et ce côté vaisseau vivant qui lit dans les pensées, justement, il fait que booster ce truc avec une bonne composante d'horreur bien dégoulinante, mais voilà. Comme tu les aimes, quoi. Voilà, tout à fait. Mais j'ai beau aimer l'horreur, il m'a quand même fait un choc. Bah écoute, merci Camille d'avoir ressorti ce petit film de ton grenier. Ça fait plaisir. On va se faire une pause musicale, on va s'écouter du Hans Zimmer avec le terme d'Interstellar, et après on va passer à la deuxième partie de notre émission avec des films de science-fiction déprimants, beaucoup plus contemporains. À tout de suite.
De retour dans Contrebande, émission Cinéphage toujours. On se fait une spéciale science-fiction et dépression et on arrive du coup à la deuxième partie de cette émission et là je vais vous demander la science-fiction c'est quoi, ou du moins quelles sont nos attentes de spectateurs face à la science-fiction. Nous ce qu'on veut avant tout je pense c'est d'abord du divertissement, logique. Ensuite il nous faut quand même de la beauté, de la richesse, notamment dans la découverte de décors. Et enfin, cerise sur le gâteau, on demande de multiples possibilités d'interprétation pour les plus illuminés d'entre nous. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple avec la fin ouverte donnée par Kubrick ou la fin de Solaris. D'ailleurs, justement, je vais revenir quand même sur Kubrick et son 2001, le Space Odyssey, sorti en 68, parce que clairement, ce film est un point de bascule. Il faut se rendre compte du choc qu'était la découverte de 2001 sur grand écran. C'était un spectacle hallucinant, une expérience sensorielle, une œuvre hors norme, un objet difforme aux proportions démesurées, et tout ça en plein dans la gueule d'une jeunesse se prenant de plein fouet la guerre du Vietnam, la vague de la musique rock et la conquête spatiale. Enfin bref, un film précurseur en un sens, puisque l'année suivante, l'homme pose son premier pas sur la Lune, encore une preuve de ce lien poreux entre cinéma et réalité. Et là, mes amis, je vais citer Douglas Trumbull, responsable des effets spéciaux de 2001 et aussi qui a réalisé Silent Running. Et il dit « Je pense, en parlant de notre époque, qu'on était en train d'atteindre une frontière de ce que l'homme peut chercher, c'est-à-dire de remplacer la réalité par une hyper-réalité. » Et je pense qu'il a tout à fait raison. Parce que voilà, notre réalité ne suffit plus. L'homme fuit sa douleur et part à la recherche d'autres mondes, d'autres existences, dans l'espoir fou de trouver de potentielles réponses à ce vide profond qui l'anime. Un voyage donc qui se révèle souvent vain, comme nous le démontre cette tendance actuelle de suicide SF, autrement appelée mélancolie en apesanteur. Comme exemple, si on est même si on n'est pas vraiment dans de la SF pure et dure, je vais prendre cette image de First Man de Damien Chazelle. Vous voyez Ryan Gosling en Neil Armstrong endeuillé suite au décès de sa fille, foule la Lune pour la première fois de sa vie et découvre finalement une terre de poussière. Et seul sur la Lune, face à son regard, il y a la planète Terre, la lointaine planète Terre. Et je trouve que là, on a là une parfaite mise en image de ce paradoxe autour de la découverte immense et infinie qui va au final révéler la profonde solitude de l'être humain. Comme tout ce qu'on a dit dans cette première partie d'émission. Voilà, quand l'explorateur, le pionnier se retrouve confronté à l'imperceptible, le but du voyage, du coup, n'est-il pas là de nous faire comprendre qu'on n'est jamais mieux qu'à la maison. Et là, mes amis, on va s'attarder pour moi à ce qui est, pour moi, je pense, le premier chef de file de cette récente tendance de science-fiction mélancolique. C'est bien sûr Christopher Nolan et son Interstellar, sorti en 2014. Petite réplique du film, avant, en levant les yeux, on s'interrogeait sur notre place parmi les étoiles. Là, on baisse les yeux, inquiet de notre place dans la poussière. Je sais que moi, je n'ai pas aimé le film quand je l'ai vu au cinéma. Et que vous, autour de la table, vous l'avez aimé. J'aimerais savoir pourquoi. Qui veut commencer ? Moi, je veux bien. Bon, allez, vas-y, défoule-toi. Interstellar. Après, j'ai une relation particulière à Nolan parce que j'ai découvert Memento. C'est un peu ce qui m'a fait rentrer dans le cinéma... ce qui m'a fait aimer le cinéma, du coup j'ai toujours une affection, peut-être que je ne serai pas objective. Bien sûr. Non mais tu as raison, on a tous nos défauts. Je tiens à le préciser. Interstellar, j'ai mis du temps à le voir, je l'ai pas vu au cinéma ni rien, et je l'ai vu chez moi parce que c'est quand même 3 heures, les gars, arrêtez de faire des films de 3 heures s'il vous plaît, c'est un peu long. Mais du coup, je trouve le jeu d'acteur extraordinaire, la musique... Matthew McConaughey, on a aussi Jessica Chastain, Michael Caine comme d'habitude. La musique qui est géniale parce que Hans Zimmer, mais je trouve qu'Interstellar fonctionne vraiment particulièrement bien, rien qu'en entendant la musique, là j'ai l'émotion qui arrive avec, donc c'est cool. Et la fin qui est sublime avec cette... la fameuse scène de bibliothèque, c'est d'ailleurs toi et Erwan qui va revenir, mais du coup voilà, pourquoi est-ce qu'on inclut Interstellar dans notre émission spéciale science-fiction et dépression ? C'est parce que ça raconte l'histoire de ce vieux cow-boy texan qui dans un monde qui se prépare à être englouti par la poussière, va fuir sa famille, ses enfants, pour se perdre dans l'espace et se rendre compte qu'au final il aurait peut-être mieux fait de rester et avec toutes ces dérives temporelles où il va finir sur une planète. 1 heure sur une planète équivalait à une vingtaine d'années sur la Terre. Et moi, je n'aime pas réellement Interstellar. Même quand je le vois, je rigole. Il me fait marrer, moi, de voir ce Matthew McConaughey texan, la tête penchée, avec son en grommelant tout le temps. Là, moi, ça me fait toujours marrer. Mais finalement, je trouve que les scènes mélodramatiques du film, parce que pour moi, on est dans un mélodrame plus que limite qu'un film de science-fiction, ce sont elles qui fonctionnent quand même super bien. J'ai là ça en tête, ce départ de Matthew McConaughey, du personnage,
va dire au revoir à sa fille qui pleure sur ses genoux. Enfin, vous voyez, là, ça fonctionne bien, je trouve. Et j'aimerais que tu reviennes sur cette image finale là de la bibliothèque, la fameuse. Non, image finale non, mais enfin, en tout cas, une des dernières, oui, c'est cette image de bibliothèque, oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Axel en off, c'est que comment dire, en fait, on parlait tout à l'heure aussi d'image cristal chez Chris Marker, et finalement, là, il y a la même idée, en fait, où l'image cristal, donc la confrontation entre le passé et le présent, dans un espace défini, etc. Donc une image passée morte, censée être morte plutôt, avec le reflet du présent, et là, c'est finalement tout le principe d'Interstellar avec la 5e dimension qui est introduite dans le film. Mais justement, en fait, ça marche méga bien parce que je veux dire, même si parce que j'ai vu des trucs des fois où ça parlait de comme quoi c'était pas très scientifiquement correct, etc. Oui. Et ça, à la limite, je veux dire, moi, par exemple, niveau scientifique, je m'y connais pas du tout. Mais en tout cas, je trouve que ça marche bien parce que ça reste cohérent dans ce que ça raconte, disons. En fait, moi, le reproche que j'aimerais faire de ce point de vue-là à Nolan, c'est plus qu'il essaye de justifier la véracité de son truc qui n'a ni queue ni tête. Et il nous l'explique en faisant quoi en faisant un schéma de 5 minutes, que vous savez, comme quand dans Inception, l'espèce de labyrinthe que dessine à un moment. Tu vois, pour moi, ça, c'est pesant, ça sert à rien de nous expliquer ça. Mais non, c'était le fantôme de la petite fille aussi. Tu vois, c'est vrai. Genre, il se dit à lui-même de rester sur Terre et il reste pas sur Terre parce qu'il sait que ça fera avancer toute l'humanité, tu vois. Et c'est ça qui est beau. Mais le film est hyper... le propos du film est quand même, je le trouve un peu dérangeant dans le sens où c'est vrai qu'au final, il est totalement... fataliste, parce qu'au final il n'y a aucun moyen de sauver la Terre. Au final, son seul but pour eux de sauver la Terre, c'est de sélectionner 10 personnes pour qu'ils aillent se refaire une humanité dans un autre bout de la galaxie. Moi, je trouve ça assez violent. Mais justement, en fait, le truc, c'est que en fait, c'est même pas le propos du film en soi qui est violent, c'est le propos du personnage de Michael Caine. C'est lui finalement qui les sacrifie en fait pour le truc. C'est vrai. C'est plus de sa faute à lui que le film en lui-même, quoi. Après, même dans cette vague, comme je vous disais, de mélancolie en apesanteur, je pense que dernièrement, là, depuis au moins d'une dizaine d'années, on en a eu pas mal de ce genre de films. Je pense aux 2 films de Denis Villeneuve, First Contact, The Arrival, les premiers contacts en français du coup, Blade Runner 2049, on pense à Ryan Gosling seul dans ce désert. Vous voyez, toujours cette idée de hors-champ infini avec au final juste l'homme seul pris au milieu de cette terre. On peut aussi citer Seul sur Mars de Ridley Scott, tout est dans le titre. Et puis nous, on va se concentrer sur d'autres films. On va se concentrer essentiellement sur 2 films pendant cette fin d'émission. High Life, dont on parlera tout à l'heure, de Claire Denis. Mais tout d'abord, on va passer à un film Netflix, Annihilation de Alex Garland. Votre mari est ici. Laissez-moi le voir. Il est gravement malade. Vous devez me dire où il était, ce qu'il faisait. C'est lui qui a décidé d'y entrer. C'est une chose qu'ils appellent le miroitement. On a envoyé des drones, des groupes de gens, mais rien ne revient jamais. Un homme a réussi. Vous êtes biologiste, vous avez été militaire. Si je savais ce qui lui est arrivé, je pourrais le sauver. La frontière s'élargit, le phénomène s'étend. On parle de villes entières, d'États. Vous voulez savoir ce qu'il y a à l'intérieur? Moi aussi. Annihilation, réalisé par Alex Garland avec Nathalie Portman, un film qui est sorti sur Netflix, qui n'a pas eu les droits à sa sortie en salle. Donc voilà, on suit Nathalie Portman qui est une ancienne militaire, biologiste, qui enquêtait sur les démences mentales et qui va explorer une sorte de forêt psychédélique. Elle va aller dans une bulle qui commence à recouvrir petit à petit la Terre pour trouver son mari disparu. Donc voilà, on est toujours sur un récit de deuil difficile à faire et Alex Garland nous plonge dans une sorte d'aventure un peu sous psychotrope avec un grand crescendo de décors. Ça rejoint ce qu'on attend quand même dans la science-fiction, à savoir découvrir des décors qui nous transcendent un peu et puis il nous donne aussi il nous régale aussi avec énormément de concepts un peu complexes où chacun peut apporter son interprétation. Mais ça a été aussi un des reproches faits au film, comme quoi le film se voudrait plus complexe qu'il ne l'est. Moi, c'est des reproches qu'au contraire, je ferais plus à Nolan. Moi, Annihilation, j'ai beaucoup apprécié. Pour moi, c'est un classique de la SF immédiat. D'ailleurs, Alex Garland avait signé Ex Machina, qui apparemment est aussi un grand classique de la SF. Malheureusement, je ne l'ai pas vu. Qui l'a vu autour de la table? On n'a que Mao qui l'a vu. Mao, tu confirmes mes propos? Il est extraordinaire. Mais après, il a fonctionné un peu après. Et après, il y a beaucoup de gens qui l'ont oublié, j'ai l'impression. Mais
regardez-le, Ex Machina. En tout cas, voilà, moi j'ai apprécié Annihilation. Erwan, toi tu n'as pas du tout aimé Annihilation. J'aimerais que tu me dises pourquoi tu n'as pas aimé Annihilation. Non, c'est pas spécialement que j'ai pas aimé, c'est qu'en fait, enfin, je l'ai vu, c'est cool sur le moment, et voilà. En fait, je l'ai oublié derrière directement, parce que finalement, tu vois, même tout à l'heure, en regardant un peu ce que j'avais noté sur le film, je savais, c'est vrai que j'avais dit ça. Et je trouve que c'est le propos, enfin, c'est le souci du film, c'est que le propos est hyper intéressant, etc. Je veux bien croire. Mais le problème, c'est que des fois, c'est juste que c'est pas cohérent, quoi. Enfin, il y a des choses pas du tout cohérentes, ou pas du tout. Enfin, il y a des gros vides par moment, je trouve. Du vide, ouais. Il y a beaucoup de vide dedans. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup trop de flottements, et je pense qu'il y a des flottements. Voilà, c'est il y a des flottements qui sont vrais, qui sont voulus, pardon, plutôt. Et il y en a certains qui sont vraiment ratés, je pense, pour le coup. Donc, tu penses auquel ? Bah, tout bête après, mais tu sais, t'as des petits flottements, genre. Tiens, un exemple tout bête que j'ai retrouvé hier, c'est pourquoi la caméra, à chaque fois, elle a toujours de la batterie quand les mecs arrivent à un endroit alors que c'est censé être déserté depuis 2 heures. Ah mon dieu, d'ailleurs, cette scène où en plus, ouais, on est dans une incertitude totale pendant le film, et là, à un moment, on voit une scène où des gens sont prêts à s'ouvrir le vide parce qu'ils pensent qu'il y a des choses à l'intérieur d'eux. Moi, je trouve ça hyper effrayant, et moi, je trouve que c'est un pur film de SF, parce que, comme je vous le disais, la SF, c'est un genre hybride qui se nourrit du film noir, du polar, qui peut se nourrir que de l'action, et on a vu, bah, du coup, voilà, si on prend qu'un film de science-fiction horrifique, on a Alien, Event Horizon, du coup, et pour moi, Alex Garland, là, il nous livre une œuvre qu'on n'a pas vue depuis longtemps, une pure œuvre de SF, où lui, il va recroqueviller le caractère hybride de la SF dans plusieurs moments, dans plusieurs scènes. Et moi, c'est pour ça que j'adore ce film, et que je suis très content d'être contre vous. Ouais, non, pour le coup, j'ai grave apprécié Annihilation, et après, moi, je suis convaincu que c'est un. Bon, si t'accroches pas, c'est compliqué, mais c'est un film qui se regarde plusieurs fois. Je trouve c'est un truc où t'as beaucoup à assimiler. Alors forcément, il y a des trucs où tu peux remarquer que oui, ça a l'air de pas forcément être maîtrisé, où il y a des idées mais qui vont pas assez loin. Mais je trouve que après dans le ressenti global, il y a énormément de trucs qui sont vraiment bien, quoi. Genre il est méga planant, ce film, en tout cas. Planant, c'est le terme. En tout cas, le temps presse, on va pas devoir trop s'attarder sur Annihilation. Je pense que de toute façon, beaucoup de choses ont été dites au terme du film. Pour moi, ça reste un classique de la science-fiction. C'est la 3e fois que je le dis, mais c'est bien que ça enregistre chez vous. Tout ça, fallait quand même parler d'Annihilation parce que ça s'inscrit pour moi dans une vague aussi de science-fiction qu'on va dire un peu intello, un peu, je dirais, lofi, et qui n'est pas du tout un grand spectacle franchisé. Du coup, Netflix a une petite vague comme ça à récupérer des films, notamment de SF, comme ça, voilà, je dirais à faible budget comparé aux grands films franchisés, mais qui se veulent un peu plus complexes, un peu plus sombres, un peu plus intello. Il n'y a pas eu que des chefs-d'œuvre, ça c'est sûr, hein. Mais Annihilation peut être vu comme le chef-d'œuvre de Netflix. Puis très esthétique aussi, quand même. Par contre, il est beau. Ah, merci. Il est voilà. beau quand même. Il y a au moins la beauté du film derrière cet aspect tragique. Mais dis-moi, t'as quand même été ému par le film? Ah, franchement, par contre, oui, je trouve ça vachement beau dans ce que ça raconte, je dis pas le contraire. Mais c'est juste que voilà, ce que je disais, c'est le problème des incohérences. Genre, le miroitement, il est devant leurs yeux depuis 3 ans et personne n'a jamais rien capté, quoi. Ouais, mais c'est beau ce miroitement qui en fait nous renvoie à notre propre reflet et qui au final, on doit le traverser pour découvrir autre chose. Moi, je trouve ça magnifique. Mais après, niveau visuel, ça traduit très bien l'idée que le prisme renvoie en fait un monde, quoi. Donc, magnifique. Mais écoutez mes amis, pour conclure cette émission, on va passer à un petit bijou du studio A24 qu'on adore tant. Je parle bien sûr de High Life de Claire Denis. You lied to us. You knew it. The sensation, moving backwards. Even though we're moving forwards, getting further from what's getting nearer. There's nothing to fear. Everything's gonna be fine. Are you sick? You realize nothing is ever gonna go inside us? Break the laws of nature. You'll pay for it. Je trouve que parler de High Life, ça reste quand même une belle conclusion pour notre émission spéciale science-fiction et dépression, car là, en plus, ça réunit à peu près, je pense, toutes les thématiques qu'on a abordées en termes des différents films. Qui peut me rappeler l'histoire de High Life? Erwan? Allez, c'est parti. Donc, non, ça fait un sacré moment en plus. Donc, High Life, c'est un film donc, de Claire Denis, voilà, avec Robert Pattinson dans le rôle titre, avec Juliette Binoche et Mia Goth. On adore Robert Pattinson. Et on adore Mia Goth aussi, qui est génialissime. Et donc voilà, en gros, c'est des condamnés à mort qui sont envoyés, dans l'espace
pour pouvoir en gros suivre un programme scientifique qui est lié plus ou moins à la procréation. Malsain quand même, il y a un rapport très malsain. Et donc à chaque fois là, il se retrouve donc à combattre un peu plus en fait à ce qui devient, en fait, ils deviennent tous à peu près fous par rapport à ce programme, surtout Juliette Binoche. Qui est la scientifique du groupe et donc qui retrouve un peu ce côté, comme je vous le disais, dans les années 30, les Universal Monster Movie avec ces savants fous qui font des expériences étranges. Elle s'inscrit pleinement là-dedans, quoi. Et elle retrouve un bon jeu aussi, c'est ça qui est bien. Et ça, franchement, c'est pas gagné. Non, mais franchement, c'est vachement intéressant dans ce que ça raconte avec tout ce rapport à la paternité avec Robert Pattinson et rapport d'ailleurs très étrange parce qu'on le rappelle, le film est éclaté temporellement. On commence déjà par Robert Pattinson seul dans son espèce de grosse boîte d'allumettes, vraiment seul face au vide, et il élève un enfant qui est son enfant. Mais du coup, si on se dit que c'est une sorte de traduction d'un peu de Adam et Ève, il y a quand même de l'inceste derrière tout ça, et c'est une question qui est soulevée dans le film. Et après, pour moi, c'est quand même bien soulevé. Je sais pas ce que vous en pensez, Mao. Au niveau de l'inceste. Non, pas que. Non, au niveau du film, alors je l'ai bien aimé, mais j'ai trouvé que le concept était mieux que le film. Ok. Dans le sens où j'ai beaucoup aimé cette histoire de on envoie des condamnés à mort faire quelque chose pour leur vie. En fait, ils sont condamnés et au lieu de les tuer, on les envoie dans le vide pour peut-être participer à une expérience. C'est vrai que ça. Mais je l'ai trouvé un peu longué et je me demande s'il n'aurait pas été mieux en court qu'en long. Parce que justement, il y a des moments où, moi, Robert Pattinson qui dérive dans son vaisseau, il a beau être le beau gosse, au bout d'un moment, ça me casse. Ah non, ton argument est horrible, là, tu n'as pas le droit. Excusez-moi. En cours, ce serait quand même vachement complexe du coup. Parce que je me dis, tu vois, en court-métrage, c'est. Comment tu peux le côté sectaire, peut-être. Parce qu'il y a un côté sectaire, non ? On est d'accord sur ça ? Oui. Okay. Ouais, après, c'est vrai que oui, ils sont fermés dans un petit microcosme, ils ont leur rituel, parce que comme on l'a dit, le sexe est réprimé, vu qu'ils veulent pas, vu que c'est des prisonniers, ils veulent pas que tout parte en couille. Le sexe est interdit, en tout cas les relations humaines sexuelles avec des sentiments sont interdites, et ils ont une espèce de love machine, une sex room dégueulasse pour se masturber. Et elle récupère le sperme pour avoir des bébés. Et ça rejoint du coup Tarkovsky Solaris, parce que avec cette idée que même si on va loin dans l'espace, on ramène toujours un peu de notre semence à nous pour recréer quelque chose loin, quoi. Alors vous voyez, on peut pas se détacher de nos racines malgré le fait qu'on soit en apesanteur dans le vide, quoi. Bien sûr, non, mais après, c'est vrai que, à Live, pour le coup, je le trouve vraiment intéressant aussi dans le fait que ce soit, pareil aussi, on en revient à la même question que Chris Marker, c'est du cinéma français. Ouais. Et ça, c'est vachement bien, parce que du cinéma français, de la SF française, le dernier truc gros SF qu'on a eu qui était vraiment tout pourri, c'est Valérian. Et c'est dommage que ce soit. On est clairement plus à l'inverse, parce que pour moi, Valérian, on est dans du grand film de SF. Gros blockbuster, tandis que là on est dans ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cette thématique SF et dépression, c'est-à-dire de la SF qui en fait relève une dimension intimiste. C'est ce qu'on appelle de la SF lofi, quoi, pour les hipsters, quoi. Puis c'est pris avec Claire Denis. Claire Denis, c'est quand même une grande réalisatrice, à l'inverse du coup de Luc Besson qui pour le coup on reviendra dessus. Non, il a fait le 5e élément, je tiens à le préciser. Oui, c'est vrai quand même, le 5e élément. Voilà. Ça, c'est lourd. Il a fait Nikita. Non, ça non. On s'éloigne, revenons sur High Life. Non, mais voilà, pour le coup, High Life, c'est vrai que dans le fait aussi que ce soit Claire Denis qui réalise là, et elle a fait quand même des sacrés films, et elle tente une incursion là dans la SF qui est vachement réussie pour moi. Première incursion de Claire Denis en plus dans la SF. Ouais, et puis franchement, je trouve que tous les personnages sont hyper intéressants, dans le sens où c'est des condamnés à mort, mais on perd pas de vue qu'ils sont quand même des fois dangereux, quoi. Je veux dire, franchement, je les sens vraiment dangereux. Par exemple, Juliette Binoche, moi je trouve vraiment que c'est une folle, quoi, dans le film. Donc elle fait vraiment flipper. Moi j'aime beaucoup ce film parce qu'il conserve vraiment son caractère humain, et c'est pour ça que je préfère beaucoup plus la première partie avant justement ce flashback où on voit toutes les dérives étranges de Juliette Binoche. Toute la première partie en huis clos avec juste Robert Pattinson et le petit bébé, je trouve que pour moi c'est le meilleur moment du film. On a clairement comme ce caractère humain, ce côté SF intimiste où cet homme dérive seul avec un espoir possible pour une humanité dans le vide interstellaire. Quelque chose à rajouter, Mao ? Et ce sera d'ailleurs notre mot de la fin. Non, pas du tout. Si. Non, mais ce qui est vraiment intéressant dans ce film, c'est les personnages qui sont hyper bien construits. Et le jeu d'acteur, je pense, soulève vraiment le film et... Robert Pattinson, quoi. Je sais qu'on en parle souvent ces dernières années, mais il a vraiment une carrière ultra intéressante. Et Claire Denis, même si ça a beau être une cinéaste depuis des années et tout, on la redécouvre actuellement, et c'est cool parce que ça permet de
d'ouvrir sur un cinéma qui est un cinéma de femmes depuis des années 70 et ça englobe toute cette génération et peut-être qu'on verra les prochains films de Claire Denis et il y aura plein de gens qui iront les voir et ça c'est cool. Avant de partir, Erwan, alors à ton avis, toutes ces petites vagues de science-fiction un peu intello et loin d'être spectaculaire et très intimiste, qu'est-ce que ça révèle de nos peurs actuelles ? De nos peurs actuelles, le peur de la futilité, je pense, sur Terre. Tu vois, en fait, en gros, c'est dans l'idée que sur Terre, tout commence à être futile, et du coup, tu cherches un horizon au-delà. Et je pense que du coup, c'est cela. Voilà, en fait, se sentir présent sur Terre, d'accord, mais se sentir présent dans une galaxie, quoi, disons. Tu es d'accord avec Erwan, Camille ? À peu près, ouais. non, mais c'est cette idée de vouloir voir ailleurs. En tout cas, j'espère qu'on va continuer comme ça sur la science-fiction parce qu'en ce moment, je trouve qu'on a des petites pépites bien prometteuses. Total darkness. All communication is terminated. This year, the inhabitants of Saturn III are about to experience the unthinkable. A nightmare so perfect, it could only have been made by man. Captain, Major, this is my partner. There are only 4 inhabitants on Saturn III. One of them is not human. On vient juste de s'écouter un trailer de Saturn 3, film de science-fiction britannique réalisé par Stanley Donen et John Barry, avec entre autres Harvey Keitel, Farrah Fawcett et bien sûr Kirk Douglas, défunt Kirk Douglas. Et vu qu'on parle de science-fiction et de dépression, il faut savoir que le monde du 7e art est en dépression car Kirk Douglas nous a récemment quittés et on va d'ailleurs lui rendre un petit hommage avec mon fidèle Alexandre. Le 5 février dernier est parti l'un des monuments du cinéma. Un homme qui aura marqué son passage dans l'art comme peu de gens l'ont fait dans l'histoire. Kirk Douglas est décédé, il avait 103 ans. Issu d'une famille très pauvre, son père étant chiffonnier et sa mère sans emploi, il avait 6 sœurs, dont 4 plus âgées. Alors que très tôt, il décide qu'il veut faire de la comédie, son entourage va désapprouver ce choix. De plus, il sera raillé de par ses origines pauvres. Il va consacrer beaucoup de son temps à une activité sportive, la lutte, milieu dans lequel il va s'imposer et se faire respecter. Par ce biais, il va réussir à se faire engager dans quelques films, et surtout, il va rencontrer Lauren Bacall, qui va l'aider à progresser dans ce milieu, jusqu'à ce qu'il devienne une star reconnue par toute sa nation. Il va passer par tous les visages et toutes les personnalités, les westerns, comme avec Règlement de compte à Hockey Choral, ou encore Le Reptile, les comédies contemporaines, avec notamment Le Champion, qui est son premier grand succès. Il va notamment jouer des personnages héroïques. Pour exemple, nous pouvons citer l'incontournable Spartacus, mais aussi des personnages mauvais et charismatiques, comme Jonathan Shields dans Les Ensorcelés. Kirk Douglas, c'est pour moi une icône, un monument, un homme qui a fait évoluer le cinéma. Je pense notamment à l'histoire de Dalton Trumbo, où celui-ci, suspecté d'avoir des idées communistes dans une Amérique profondément ancrée dans une guerre froide de 10 ans déjà, il est décidé de la part de la Commission des activités anti-américaines de censurer le nom du scénariste de Spartacus, à savoir Dalton Trumbo. Kirk Douglas va se battre pour que le nom de Trumbo apparaisse bel et bien au générique de fin, combat qu'il va gagner. Par la suite, Dalton Trumbo écrira 2 films dans lesquels Kirk jouera. Avec le temps, Kirk Douglas va s'effacer petit à petit du cinéma. Il va terminer sa carrière en faisant des films de SF kitsch aux aspects nanardesques. Mais toujours en respectant et aimant ses collègues, son travail et l'évolution du cinéma. Kirk va par la suite partir en retraite. Mais il restera présent dans le monde du cinéma, déjà par le biais de ses fils qui vont continuer à faire vivre cette industrie, puis en étant fréquemment honoré et récompensé. Kirk Douglas va se lier d'une amitié sincère avec Steven Spielberg, de 30 ans son cadet, mais qui n'hésitait pas à venir le voir pour lui demander conseil. Kirk Douglas va aussi s'engager dans la lutte contre Trump. En 2016, la veille de son centenaire, il va comparer la prise de pouvoir de ce dernier à celle d'Hitler. Kirk Douglas, c'est 103 ans de lutte, de passion au cinéma et à l'écran. Quand il finit de se battre pour lui, il commença à se battre pour son entourage. Il s'agit d'un défenseur des égalités sociales, comme rarement le monde en a vu. On ne peut pas le dire autrement. Kirk Douglas était, est et sera toujours Spartacus.
écoutez mes amis, on arrive à la fin de cette émission. Je tiens quand même à remercier mon équipe, Mao, d'être venue. De rien, ça m'a fait j'espère que tu reviendras. Mais avec plaisir. Erwan, merci, merci à toi en plus d'avoir parlé de la jetée. Et puis Camille, merci d'avoir parlé d'Event Horizon. Salut. Et puis quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt. N'oubliez pas, mercredi 11 mars, double programme Gaspard Noé pour, dans le cadre de notre deuxième projection dans le cadre du ciné-club de Contrebande. On est vraiment très très pressés. Et d'ici là, écoutez, on vous souhaite un excellent week-end. J'espère qu'on vous a pas trop fait pleurer. Enlevez vos cordes d'autour du cou et n'oubliez pas de regarder les étoiles. Sol, est-ce que tu m'entends? C'est Thorne? Oui. C'est gentil d'être venu, merci. Oh, Seigneur. J'ai vécu trop longtemps. Non. Je t'aime, Thorne. Je t'aime, Sol. Est-ce que tu vois ça? Oui. C'est beau, n'est-ce pas? Oh oui. Je te l'avais dit. Je n'en avais aucune idée. Aucune idée. Comment aurais-je pu imaginer ça? Jet speed, salsa blast, smoke and fire. Matt Daddy flies up higher and higher.